Je m'appelle Luis Bento. Je suis né dans une famille de la classe moyenne, dans une petite ville côtière sur la côte est des États-Unis, où les maisons blanches en bois se dressaient côte à côte le long de rues propres et où l'air marin salin se mêlait à l'atmosphère chaque matin. En apparence, tout semblait parfait. Mon père, Steven Bento, était un ingénieur en construction avec un revenu stable. Et ma mère, une douce professeure d'université, souriait toujours à tout le monde. Nous vivions dans une maison à 2 étages, avec un petit jardin à l'arrière, où je courais souvent avec un vieux ballon. Mais la vie n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Quand j'avais 6 ans, un terrible accident de voiture a emporté ma mère à jamais. C'était un après-midi pluvieux, le ciel gris et menaçant, comme s'il annonçait le malheur. Ma mère allait me chercher à l'école, lorsque sa voiture est entrée en collision avec un camion hors de contrôle, sur la route glissante. Je me souviens encore clairement de ce moment, même si j'ai essayé de l'enterrer profondément dans ma mémoire. J'étais assis en classe, griffonnant dans mon carnet, attendant ma mère comme d'habitude. Mais au lieu du klaxon familier, le directeur est entré dans la classe avec un visage sérieux et a appelé mon nom. Elle m'a conduit dans le couloir où se tenait mon père, le visage pâle, les yeux rouges et gonflés. « Fils, ta mère a eu un accident, a-t-il dit, la voix tremblante. Et puis il s'est agenouillé et m'a serré fort dans ses bras. Je n'ai pas tout à fait compris. J'ai juste sangloté, mes larmes se mêlant aux gouttes de pluie qui coulaient des avant-toits. Nous nous sommes précipités à l'hôpital. L'odeur forte de désinfectant me rentrait dans le nez et me donnait la nausée. Ma mère gisait là sur le lit d'hôpital blanc, les machines bipant continuellement, mais elle n'ouvrait plus les yeux. Le médecin a secoué la tête, disant quelque chose sur un traumatisme crânien grave, et mon père s'est effondré au sol, les épaules secouées par des sanglots étouffés. Je me tenais à côté de lui, petite et perdue, serrant l'ourlet de sa chemise, me demandant pourquoi ma mère ne se réveillait pas pour me serrer dans ses bras comme elle le faisait toujours. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard. Par un jour de pluie battante, les voisins sont venus présenter leurs condoléances, apportant des fleurs et des mots de réconfort vides. Je portais un costume noir ajusté, me tenant près de la tombe de ma mère, regardant des mottes de terre tomber, frappant le cercueil. Mon père a promis de prendre soin de moi, d'être un soutien solide pour moi. « Nous allons nous en sortir, fiston », a-t-il dit, la voix émue par trop de larmes. Mais cette promesse s'est rapidement évaporée comme l'écume de mer. Quelques mois plus tard seulement, mon père a rencontré Marlène, une femme qui travaillait dans une agence immobilière, avec des cheveux blonds brillants et un sourire charmant. Elle est entrée dans nos vies comme un vent étrange, commençant par des rendez-vous le week-end, puis emménageant progressivement complètement. Mon père souriait davantage, mais ses sourires n'étaient même pas pour moi. Il s'est remarié seulement 8 mois après le décès de ma mère, et je me suis senti trahi. « Pourquoi si tôt, papa ?» me suis-je demandé silencieusement, mais je n'ai pas osé le dire à voix haute. J'avais seulement 6 ans et demi. Comment pouvais-je comprendre la solitude des adultes? Marlène a emménagé avec des valises de vêtements et des bijoux étincelants. Au début, elle a essayé d'être amicale, cuisinant des repas élaborés et me posant des questions sur mon école. Mais ce n'était qu'une façade. Progressivement, sa vraie nature s'est révélée. Elle me traitait comme un supplément, un vestige du mariage précédent de son mari. « Ce garçon est trop paresseux, Steven », disait-elle souvent d'une voix stridente quand j'oubliais de nettoyer ma chambre. Mon père, au lieu de me défendre, hocherait simplement la tête et dirait « Il apprendra ». Il est devenu indifférent, comme si la présence de Marlène avait comblé le vide dans son cœur,
me repoussant en marge. Je me souviens des soirées familiales, ou plutôt de Marlène et mon père, réunis. Ils riaient et parlaient de projets de voyage professionnels, pendant que je m'asseyais seul dans le coin de la table, picorant ma nourriture en silence. Si j'ouvrais la bouche pour demander quelque chose, Marlène jetait un coup d'œil de côté. Les enfants ne devraient pas interrompre les conversations des adultes. Je suis progressivement devenu plus silencieux, plus renfermé. Puis un jour, Erika est née 2 ans après le remariage de mon père. Ma demi-sœur, du même père mais d'une mère différente, était une jolie petite fille aux grands yeux ronds et au sourire radieux. Dès la naissance d'Erika, tout a complètement changé. Marlène dorlotait sa fille comme un trésor, lui achetant des vêtements chers, des jouets importés, et mon père faisait de même. Il passait tout son temps libre à jouer avec Erika, la promenant dans le jardin, lui chantant des berceuses. « Ma précieuse fille », disait-il, la voix pleine d'affection, tandis qu'avec moi, il ne posait que de brèves questions. « Comment sont tes études ? As-tu dîné ?» Je me sentais comme un fantôme dans la maison, invisible et sans amour. Puis, pour mes anniversaires, j'espérais un gâteau et des cadeaux. Mais Marlène disait souvent « Cette année, nous nous contentons d'un dîner ». Pendant ce temps, pour l'anniversaire d'Erika, la maison était somptueusement décorée, bondée d'invités, et elle recevait toutes sortes de jouets. Je m'asseyais dans ma chambre, en serrant un oreiller et en pleurant silencieusement, me demandant pourquoi je n'étais pas digne d'amour comme elle. Les scènes quotidiennes à la maison me font suffoquer chaque fois que je m'en souviens. Tôt le matin, Marlène se levait pour préparer le petit déjeuner d'Erika, pain grillé avec de la confiture de fraises, lait chaud, tandis que je me préparais des céréales froides du réfrigérateur. « Tu es assez grand, prends soin de toi », disait-elle, la voix froide. Mon père, lisant le journal, ne levait pas les yeux. J'allais à l'école l'estomac vide, mais je n'osais pas me plaindre. À l'école, j'étais le garçon silencieux, avec peu d'amis, craignant que s'ouvrir ne conduise à la douleur. Une fois, j'ai été victime de harcèlement dans la cour. Un groupe de garçons plus âgés m'a poussé, jetant mon sac à dos partout. Je suis rentré avec les genoux ensanglantés, courant dans la cuisine, en pleurant. Marlène nourrissait Erika et j'ai jeté un coup d'œil. « Quels ennuis as-tu causé maintenant ? Ne fais pas de bruit. Le bébé mange. » Mon père est sorti de son bureau, a regardé la blessure et a dit « Nettoie-la, fiston. Les hommes doivent être forts. » Personne ne me l'a bandé. Personne n'a demandé. Je suis allé dans la salle de bain tout seul, les larmes se mêlant à l'eau du robinet, nettoyant la blessure avec une vieille serviette. Je n'avais que 9 ans à l'époque, mais j'avais déjà appris à me guérir moi-même. Pas seulement les blessures physiques, mais la douleur dans mon cœur. Progressivement, ces expériences ont façonné mon caractère. Je suis devenu silencieux, parlant peu comme un moyen de me protéger. Pas de dispute avec Marlène, pas de demandes à mon père. Je faisais simplement et silencieusement les corvées, étudiais et rêvais. Mais à l'intérieur, ma résilience grandissait. Je lisais des livres à la bibliothèque scolaire, des histoires de personnes qui avaient surmonté des épreuves comme Abraham Lincoln ou Helen Keller. Je dois être fort, me disais-je chaque nuit, allongé sur mon vieux lit, entendant des rires venant de la chambre de mes parents. J'ai commencé à économiser des pièces de monnaie en collectant et en vendant des bouteilles, les cachant sous mon lit. À 10 ans, je savais déjà cuisiner des repas simples, faire la lessive et étudier par moi-même sans aide. L'école est devenue un refuge. J'ai excellé en mathématiques et en sciences. Rêvant d'un avenir d'ingénieur comme mon père, mais plus indépendant.
Une enfance pleine de cicatrices invisibles et manquant d'affection m'a appris de dures leçons. J'ai appris à endurer. Endurer les sarcasmes de Marlène comme « tu es comme ta mère, trop faible ». Endurer l'indifférence de mon père qui privilégiait Erika dans tout, d'un nouveau vélo aux leçons de piano. J'ai appris à m'aimer moi-même, car personne d'autre ne le faisait. Je suis devenu résilient comme un cactus poussant dans le désert, manquant d'eau mais prospérant toujours. Ces années, bien que sombres, m'ont préparé pour le voyage à venir. D'un garçon solitaire, je deviendrai un homme autonome, prêt à quitter la maison pleine de douleurs pour chercher le vrai bonheur. Et ce voyage a commencé quand j'avais 16 ans, avec mes premiers emplois. De longues nuits fatigantes, mais pleines d'espoir. À 16 ans, l'âge où mes amis rêvaient de premiers amours, de soirées de bal glamour ou de vacances d'été en famille, et moi, je me tenais devant le miroir de la salle de bain exiguë de la maison, regardant mon visage émacié avec des cernes sous les yeux, dus au manque de sommeil. J'avais pris ma décision. Je ne pouvais plus attendre que le changement vienne de mon père ou de Marlène. Je devais me sauver. Les économies des petits boulots d'avant, tondre les pelouses, livrer des journaux n'étaient suffisantes que pour acheter un vieux vélo. Mais c'était suffisant pour commencer. J'ai secrètement affiché des petites annonces à la recherche de travail dans le quartier. Et heureusement, le café local avait besoin d'un garçon pour débarrasser les tables le week-end. Ce premier emploi a été comme un choc. J'ai commencé mes services de fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, quand le soleil s'était déjà couché derrière les collines côtières. Le petit café appelé Seaside Brew se trouvait dans la rue principale de la ville, l'arôme du café fraîchement moulu se mêlant au son lointain des vagues qui s'écrasent. Le propriétaire, un homme d'âge moyen nommé Mike, m'a regardé de haut en bas. « Tu es sûr, gamin? Ce travail n'est pas facile. Tu dois servir les tables, laver la vaisselle et sourire aux clients, peu importe la fatigue. » J'ai hoché fermement la tête. « Je peux le faire, monsieur. » Hi. Et juste comme ça, je suis entré dans le monde du travail où personne ne me choyait, mais personne ne me rejetait pour des raisons personnelles non plus. Les premiers jours ont été horribles. Je rentrais avec les pieds endoloris, les vêtements puant la graisse. Une fois, j'ai renversé un plateau d'eau sur une cliente difficile, une vieille dame aux cheveux blancs comme neige, assise et lisant le journal. Elle a crié fort « Enfant maladroit, appelle le gérant !» Mon cœur battait, une sueur froide me parcourait, pensant que je serais licencié sur le champ. Mike est sorti, s'est excusé auprès de la cliente, puis m'a tiré dans la cuisine, pour la première fois. Tout le monde fait ça. Apprends-en et ne laisse pas ça se reproduire. Pas de réprimande, pas de moquerie comme Marlène. Juste des conseils directs. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration, et je suis retourné au travail. Progressivement, je me suis habitué au rythme. Débarrasser les tables m'a appris à observer les gens. Le client régulier qui aimait le café noir sans sucre, la jeune fille qui s'asseyait souvent dans le coin en lisant un livre avec un latte chaud, ou le vieil homme qui racontait des histoires de guerre d'une voix tremblante. J'ai appris à feindre un sourire, cachant la solitude intérieure. À la fin de la semaine, lorsque j'ai reçu mon premier chèque de paie, une liasse de billets froissés, j'ai tremblé en le comptant encore et encore. 80 $, pas beaucoup, mais suffisant pour acheter de nouveaux livres pour ma dernière année. J'ai caché l'argent sous le lit à côté des pièces de monnaie d'avant. Marlène a commencé à devenir suspicieuse en me voyant rentrer tard. « Où as-tu traîné? N'embarrasse pas la famille. » Mon père a simplement hoché la tête. Il a grandi, Marlène. Pas de soutien, pas d'encouragement. Mais je n'en avais plus besoin. Je construisais mon propre avenir. Puis est arrivée ma 18e année.
comme un seuil vers la liberté. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une bourse partielle pour l'université locale, une école publique à 2 heures de bus. Le jour où j'ai reçu la lettre d'admission, je l'ai tenue tremblante dans mes mains, les larmes coulant. « J'ai réussi », ai-je murmuré. Mais quand je l'ai montré à mon père, il a juste dit « Bien, débrouille-toi ». Marlène a souri. Les frais de scolarité sont chers. Ne rêve pas trop grand. Pas de félicitations, pas de soutien financier. Je savais que je devais partir. J'ai emballé mes affaires, quelques ensembles de vêtements, des livres et mes 1 500 $ d'économie dans une vieille valise. Le jour où j'ai quitté la maison, il pleuvait, tout comme le jour où ma mère est morte. Mon père m'a raccompagné à la porte. Bonne chance, fiston. Marlène se tenait derrière, les bras croisés. Ne reviens pas, mendiant de l'argent. Erika a fait un signe indifférent. Je suis sorti dans la rue, la valise lourde, mais le cœur léger. Pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. J'ai emménagé dans le dortoir universitaire, une petite chambre partagée avec 3 autres gars, des lits superposés étroits, l'odeur de chaussettes sales et de nouilles instantanées. Mais c'était ma maison. Personne ne me moquait. Personne ne m'ignorait. Je me suis inscrit en finance comme majeur avec un emploi du temps chargé. Tôt le matin jusqu'à tard l'après-midi. Pour couvrir les frais de scolarité restants et les frais de subsistance, j'ai continué à travailler. Journée d'études, soirée à débarrasser les tables dans un bistrot étudiant, week-end avec des équipes de nuit au supermarché. La vie était comme une boucle épuisante. Lever à 6h, cours jusqu'à 15h, travail jusqu'à tard, puis études jusqu'à 2h du matin. Certaines nuits, je m'écroulais sur le bureau, les livres éparpillés, l'estomac gargouillant de faim. Est-ce que je peux y arriver ? Me suis-je demandé, regardant par la fenêtre du dortoir les lampadaires vacillants. Après 1 an au dortoir, j'ai loué une chambre bon marché en banlieue, un tout petit appartement aux murs écaillés et avec une vieille cuisinière à gaz. 300 $ par mois, mais en privé. Je cuisinais pour moi-même. Spaghettis avec sauce bon marché, salade de reste du supermarché. Pas d'amis proches. J'étais trop occupé pour en avoir. La vie était solitaire, mais j'y étais habitué. Dans les moments d'épuisement, je pensais à ma mère. « Maman, j'essaie. » J'ai appelé à la maison quelques fois, mais les conversations étaient brèves. « Tu vas bien ?» a demandé mon père. « Bien, » ai-je répondu. « Ne partage pas tes difficultés, ne demande pas d'aide. » Marlène est intervenue. « Ne nous dérange pas. » J'ai raccroché, avalant des larmes. En 2e année d'université, j'ai pris un travail supplémentaire à la bibliothèque de l'université, classant des livres, aidant les étudiants à trouver du matériel. C'était un travail plus léger, me donnant le temps d'étudier. J'ai commencé à lire des livres de finance. Père riche, Père pauvre, l'investisseur intelligent. Ces livres étaient comme des phares guidant mon chemin. Je rêvais du jour de la remise des diplômes, d'un emploi stable. Mais la réalité était dure. Certains mois, l'argent manquait tôt et je mangeais du pain sec pendant 3 jours. Ma santé s'est détériorée, mon poids a chuté. Une fois, je me suis évanoui en classe par épuisement. Le médecin de l'école a dit « Tu as besoin de repos ». Mais je ne pouvais pas. Le repos signifiait perdre de l'argent. J'ai serré les dents et j'ai continué. Ce voyage d'indépendance était plein d'épreuves, mais aussi de leçons. D'un garçon de 16 ans tremblant, devenu un jeune homme de 20 ans qui payait ses études universitaires, j'avais changé. Solitaire, manquant d'affection, mais résilient comme un roc.
Ces années m'ont préparé à entrer dans le monde professionnel où je construirais une carrière à partir de zéro et trouverais le vrai bonheur. Le jour de la remise des diplômes est arrivé comme un réveil d'un rêve, mais pas le genre avec des feux d'artifice et des fêtes. J'avais 22 ans, debout au milieu du campus sous le soleil brûlant de l'été, ma casquette de travers sur la tête, tenant mon diplôme de finance rigide en main. Aucune famille n'est venue assister. Mon père a envoyé un bref message. Félicitations. Tandis que Marlène et Erika restaient silencieuses comme d'habitude. Les amis autour de moi serraient leurs parents dans leurs bras, souriant brillamment pendant que je me tenais seul, regardant la foule avec la solitude familière. Mais dans mon cœur, j'étais fier. 4 ans d'université, payant ma propre scolarité avec la sueur et les services de nuit tardifs, pas un seul centime de la maison. C'était ma victoire personnelle. J'ai murmuré pour moi-même, « Tu as réussi, Louise. Il est temps de vraiment commencer. » Trouver un emploi n'a pas été aussi facile que je le pensais. Le marché du travail était dur, surtout pour un jeune homme sans connexion. J'ai envoyé des centaines de CV de petites entreprises à de grandes corporations, mais la plupart ont été accueillis par le silence ou des lettres de refus polis. Merci d'avoir postulé, mais nous avons sélectionné un autre candidat. Chaque fois que j'en lisais un, mon cœur se serrait, me demandant si ma résilience était suffisante. Je vivais toujours dans la chambre louée bon marché, mangeant des nouilles instantanées et des sandwichs, travaillant temporairement dans un bar pour joindre les deux bouts. Certaines nuits, allongé sur le vieux lit, je fixais le plafond taché, les larmes coulant. « Maman, je suis si fatigué », ai-je murmuré, me souvenant des nuits solitaires de mon enfance. Mais ensuite, j'ai essuyé mes larmes, me suis assis pour revoir mes connaissances en finance et j'ai lu des livres sur l'investissement. Je ne pouvais pas abandonner. Ce n'était pas moi. La chance est arrivée de façon inattendue après 3 mois de recherche. J'ai obtenu un entretien chez Apex Wealth Management, une société de gestion d'actifs de premier plan. J'ai emprunté un vieux costume à mon colocataire, lustré mes chaussures noires jusqu'à ce qu'elles brillent, et je suis parti le cœur battant. L'entretien a eu lieu dans un bureau de verre rutilant avec des hommes d'âge moyen en costume coûteux. Ils ont posé des questions sur la connaissance du marché, comment gérer une crise financière, et j'ai répondu avec tout ce que j'avais appris des livres et de l'auto-apprentissage. « Pourquoi devrions-nous vous choisir ?» a demandé l'un d'eux, la voix sévère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce que je n'ai rien à perdre, mais tout à prouver. Je me suis construit à partir de rien, et je ferai de même pour les clients de votre entreprise. » Ils sont restés silencieux un moment, puis ont hoché la tête. 2 jours plus tard, l'email est arrivé. Bienvenue dans l'équipe en tant que conseiller financier. Ce premier emploi a été comme une tempête. J'ai déménagé en ville, loué un petit appartement en banlieue, et j'ai commencé à travailler de 8h à 19h, parfois plus tard. En tant que conseiller financier, je devais conseiller des clients, des retraités inquiets pour leurs fonds de pension, aux jeunes entrepreneurs qui voulaient investir. Mais j'étais un novice sans portefeuille de clients existants, donc j'ai dû commencer à zéro. Les premiers appels à froid ont été horribles. « Bonjour, c'est Luis Bento d'Apex. Êtes-vous intéressé par un plan d'investissement ?» La plupart ont raccroché ou ont poliment refusé. Une fois, un client âgé m'a crié dessus pour un conseil erroné mineur, en fait une erreur système, mais j'ai dû en assumer la responsabilité. Je suis rentré dans mon appartement vide, mon esprit tourbillonnant. Est-ce que je suis fait pour ça? Je me suis demandé, mais ensuite, je me suis souvenu de ces services de nuit dans l'entrepôt et je me suis dit « Endure, Louise, ce n'est que le début. »
Progressivement, j'ai appris à surmonter. J'ai travaillé plus dur que les autres, me levant à 5 heures du matin pour lire les nouvelles du marché, analyser les actions et appeler des clients potentiels. La résilience de mon enfance m'a empêché de me décourager. Dans les premiers mois, le salaire de base était bas, les commissions maigres, alors j'ai économisé chaque centime, mangeant des repas faits maison, marchant au lieu de prendre des taxis. La vie était solitaire, pas d'amis, pas de famille. J'appelais à la maison quelquefois, mais mon père demandait seulement brièvement. « Comment va le travail ?» Marlène est intervenue. « Ne te vante pas. » J'ai raccroché, le cœur douloureux, mais ensuite concentré sur le travail. Le premier succès est venu après 6 mois. Un couple d'âge moyen m'a fait confiance pour gérer leurs économies. J'ai investi avec soin et lorsque les rendements ont augmenté de 8% au premier trimestre, ils ont référé des amis. Mon portefeuille de clients est passé de 5 à 20, puis à 50. Les premières années de ma carrière ont été pleines de drames. Le marché boursier a fluctué, parfois chutant en raison de crises économiques mineures, avec des clients paniqués appelant au milieu de la nuit. « Louis, où est mon argent ?» Je devais rester calme, expliquer les stratégies à long terme. Parfois, rester debout toute la nuit pour ajuster les portefeuilles. Une petite erreur, investir dans une action risquée, a fait perdre 5% à un client et j'ai failli être viré. Mon patron m'a convoqué au bureau. « Tu dois prouver que tu es plus fiable. » J'ai hoché la tête, le cœur lourd, mais au lieu de m'effondrer, j'ai appris. Je me suis inscrit à des cours en ligne. J'ai lu des livres approfondis et je me suis constamment amélioré. Grâce à cela, j'ai réussi et ma réputation s'est construite. Dès ma 3e année, j'ai été promu conseiller principal. Mon salaire a doublé et j'ai eu mon propre bureau. À 28 ans, la vie était plus stable, mais il manquait encore une pièce. L'affection. J'étais toujours seul, passant mes week-ends à lire ou à faire du jogging le long de la rivière. Puis à 30 ans, tout a changé. J'ai décidé de passer la certification CFA, Chartered Financial Analyst, une distinction prestigieuse dans l'industrie, nécessitant des centaines d'heures d'études et 3 examens difficiles. J'ai étudié comme un fou, tôt le matin avant le travail, tard le soir après les heures, week-end enfermé à la bibliothèque. Certaines nuits, mes yeux brûlaient à force de fixer les écrans. Je me demandais si cela en valait la peine. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon enfance. Ces nuits à endurer seul, et j'ai serré les dents pour continuer. J'ai réussi le premier examen avec de bonnes notes, puis le second, le 3e, le jour où j'ai reçu le certificat. Je l'ai tenu dans mes mains, les larmes coulant. « Tu as réussi, Louis », ai-je murmuré. Ma réputation a grimpé en flèche. De nouveaux clients affluaient. Mon patron m'a félicité. Et mon salaire a grimpé en flèche. Cette même année, j'ai rencontré Amanda Hayes. Elle était une cliente, une jeune entrepreneur gérant une petite entreprise de logiciels, venue pour des conseils d'investissement. Amanda était grande avec de longs cheveux bruns, des yeux verts intelligents et un sourire chaleureux qui me déconcertait. Lors de notre première rencontre, nous avons parlé d'action, puis nous avons dérivé vers nos histoires de vie. « Vous semblez bien comprendre les risques », a-t-elle dit, sa voix chaleureuse. J'ai souri. D'après mon expérience personnelle. Progressivement, les consultations se sont transformées en café, puis en vrais rendez-vous. Amanda a écouté mon passé, mon enfance sans amour, mon parcours d'indépendance sans jugement. « Tu es si forte, Louise », a-t-elle dit en me tenant la main. Elle avait eu un passé difficile aussi. Parents divorcés, autonome depuis le début. Nous avons partagé,
nous avons réconforté mutuellement et l'amour a fleuri naturellement. Notre premier baiser sous la pluie m'a fait ressentir le vrai bonheur. Pas de l'argent, mais de la connexion. Nous nous sommes mariés quand j'avais 32 ans, un petit mariage intime avec des amis et des collègues. Mon père et Marlène ne sont pas venus, envoyant juste une carte de félicitations par la poste. Amanda comprenait. Ta vraie famille, ce sont ceux qui sont avec toi maintenant. Nous avons acheté une petite maison en banlieue et l'année suivante, notre premier fils est né. Petit Alex avec des yeux comme les miens et le sourire de sa mère. Être père m'a changé. Les nuits où je me réveillais pour calmer ses pleurs, je tenais Alex et je murmurais « Papa ne t'abandonnera jamais ». Amanda et moi avons construit nos carrières ensemble. Elle a développé son entreprise. J'ai continué chez Apex, mais j'ai commencé à rêver d'entrepreneuriat. Le bonheur venait de cette petite famille. Les soirées réunies pour le dîner, les rires d'Alex et l'étreinte d'Amanda. Pas de ma famille d'origine où il n'y avait que de la douleur, mais de ce que j'ai construit moi-même. À 33 ans, j'ai décidé de me lancer. Avec près de 10 ans de réputation accumulée, un grand portefeuille de clients, la certification CFA et l'expérience de la navigation dans les crises, j'ai fondé Bento Financial Group, ma propre société de gestion de patrimoine privé spécialisée dans les actifs haut de gamme. C'était risqué au début, abandonnant un salaire stable, louant un petit bureau et convainquant les anciens clients de me suivre. Dans les premiers mois, les revenus étaient faibles, les factures s'empilaient et je m'inquiétais au point d'avoir de l'insomnie. Amanda me serrait dans ses bras. « Tu vas y arriver comme toujours. » Et elle avait raison. Grâce à mon talent et à ma réputation, les anciens clients sont revenus et en ont référé davantage. La société a rapidement grandi, passant de quelques centaines de milliers sous gestion au départ à des millions, puis à des dizaines de millions en seulement 2 ans. Ma carrière a prospéré. Les finances de notre famille étaient solides. Nous avons acheté une nouvelle voiture, fait des excursions le week-end et passé du temps avec Alex. Mais le vrai bonheur n'était pas dans les chiffres du compte, c'était dans les moments. Alex courant dans le jardin, Amanda murmurant « Je suis fier de toi ». Et moi, me rappelant mon parcours, d'un garçon rejeté à un homme prospère. Ma famille d'origine n'a jamais apporté de joie, mais cette petite famille l'a fait. C'était la preuve que le bonheur est ce que nous créons nous-mêmes, pas attendre qu'il vienne des autres. Et puis, à 36 ans, lorsque Bento Financial Group s'est fermement établi avec des revenus stables et un portefeuille de clients fidèles, nous avons décidé d'investir dans quelque chose de plus grand, une villa en bord de mer. Ce n'était pas juste une maison, mais le rêve paisible que j'avais nourri depuis mes jeunes années d'enfance, assis seul sur la plage, regardant les vagues s'écraser et rêvant d'un endroit qui m'appartenait vraiment. Amanda et moi en avons discuté pendant des mois, pesant tout avec soin. Pas une dépense impulsive, mais un investissement intelligent. Nous avons choisi une zone de villégiature haut de gamme sur la côte californienne, où des villas blanches immaculées, nichées contre les falaises, avec des vues imprenables sur le vaste océan. Valeur 2,9 millions de dollars. Ce chiffre m'a fait cligner des yeux plusieurs fois en signant le contrat, mais cela valait chaque centime. La villa n'était pas seulement pour les vacances en famille, elle pouvait également être louée via des plateformes comme Airbnb, générant des revenus passifs, une stratégie financière que j'avais apprise de mes années en tant que conseiller. Le processus d'achat de la villa était plein d'excitation, comme une nouvelle aventure. Nous avons volé pour la voir plusieurs fois, marchant le long de la plage privée, respirant l'air salin mêlé au parfum des fleurs sauvages. La villa de 3 étages avait un design moderne, avec de grandes portes vitrées,
accueillant la lumière du soleil, une piscine à débordement surplombant la mer et un jardin verdoyant avec des palmiers ondulants. Le salon spacieux comportait une cheminée en pierre. La cuisine était entièrement équipée d'installations modernes et il y avait 4 chambres, une pour Alex, une pour le 2e enfant que nous attendions. Amanda était enceinte de 3 mois, et les autres pour les invités. Je me souviens clairement du jour où nous avons signé les papiers au bureau immobilier. Ma main tremblait légèrement en apposant mon stylo sur le papier. « C'est à nous maintenant, mon amour », murmura Amanda, sa main sur son ventre, ses yeux pétillants. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant la chaleur familière et pensant « C'est le symbole de 20 ans d'efforts partant de rien, des services épuisants de garçons de chariot, aux nuits sans sommeil pour étudier le CFA, et maintenant, un petit mais solide empire financier. » La première fois que toute la famille est allée à la villa, c'était un chaud après-midi d'été avec un soleil doré éclatant, brillant sur la mer scintillante. Nous avons conduit depuis la ville, Alex assis sur la banquette arrière, chantant avec enthousiasme à la radio, tenant son jouet de super-héros. « Papa, il y a des requins dans l'océan ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés. J'ai ri, jetant un coup d'œil à Amanda, souriant dans le rétroviseur. « Oui, mais nous nagerons en toute sécurité. » Lorsque la voiture a tourné dans l'allée du complexe, le garde a hoché la tête en signe de salut, et la route pavée de pierre menant à la villa est apparue comme un rêve. Nous nous sommes garés, sommes sortis, et la brise marine s'est précipitée, portant le son rythmique des vagues qui s'écrasent. Alex a applaudi, courant sur le sable blanc et fin, pieds nus, entrant dans les vagues douces. « Maman, regarde, j'ai trouvé un coquillage !» a-t-il crié, revenant avec un coquillage brillant à la main. Amanda et moi nous tenions sur le porche de la villa, main dans la main, regardant notre fils jouer. Je l'ai serré par derrière, mon menton reposant sur son épaule. « Tu sais, c'est ce dont je rêvais enfant. Un endroit où personne ne peut me chasser. » Elle s'est retournée, m'embrassant légèrement sur les lèvres. « Tu le mérites, Louise. » Nous avons construit tout cela. Nous sommes entrés, explorant chaque recoin, la cuisine avec le réfrigérateur rempli de nourriture que nous avions apportée, la chambre principale avec un lit king size donnant sur la mer, et la piscine où l'eau cristalline reflétait le ciel. Ce soir-là, nous avons fait un barbecue dehors, l'odeur de la fumée se mêlant au rire. Alex courait autour de la piscine, éclaboussant partout, puis s'est endormi épuisé sur mes genoux. Amanda et moi nous sommes assis près du foyer, tenant des verres de vin, regardant les étoiles scintiller dans le ciel noir profond. « Merci d'être à mes côtés », ai-je murmuré. Elle a souri. « Merci de m'avoir donné une vraie famille. » Cette scène était à l'opposé de mon enfance sombre. À l'époque, les vacances à la plage avec mon père et Marlène n'étaient en que douloureuses. Je m'asseyais seul sous le parapluie, entendant Erika et ses rires pendant que mon père lisait indifféremment le journal. Pas d'acclamation, pas de câlin, juste l'isolement. Maintenant, ici, avec Alex riant et jouant sur la plage et Amanda à mes côtés, je me sentais guéri. La villa n'était pas juste de la brique et du bois. C'était la preuve du pouvoir de la résilience. Nous sommes restés 1 semaine, savourant chaque instant. Jogging matinal le long du rivage, baignade en milieu de journée, après-midi de lecture sous les arbres. Lorsqu'elle était louée, la villa procurait des revenus stables, quelques milliers par mois de touristes, mais sa vraie valeur résidait dans les souvenirs que nous créions. Je ne m'attendais pas à ce que ce rêve paisible soit troublé par des fantômes du passé. La nouvelle de la villa est parvenue par hasard aux oreilles de mon père et de Marlène,
peut-être par l'intermédiaire d'Erika. Lorsque j'ai appelé à la maison pour son anniversaire et que j'ai accidentellement mentionné un peu la nouvelle maison en bord de mer lors de notre conversation maladroite. Environ 3 jours après l'anniversaire d'Erika, mon téléphone a sonné et la voix stridente et familière de Marlène est venue de l'autre bout, me faisant frissonner. « Louise, j'ai entendu parler par Erika que tu as acheté une villa en bord de mer. Haut de gamme, hein ?» dit-elle tout de suite sans salutation ni demande sur ma santé. J'étais silencieux une seconde, essayant d'avaler mon ressentiment. Puis j'ai répondu « Oui, madame, c'est un investissement de ma femme en moi. » Elle a ricané, son rire résonnant au téléphone comme un coup de couteau. « Quel investissement! Tu es riche maintenant. Moi et ton père voulons venir passer quelques jours, juste ce week-end. Erika viendra aussi. Considérez cela comme une réunion de famille. » Tiens, mon cœur s'est serré. Réunion? Depuis quand me considérait-il comme une famille? Mais alors la voix de mon père est intervenue de loin. « Fiston, laisse tes parents rester quelques jours. Après tout, nous sommes du sang. » J'ai serré les dents, pensant à ma mère biologique, pensant aux années solitaires, mais finalement, à contre-cœur, j'ai accepté. D'accord, mais je vais m'arranger par l'intermédiaire du directeur du complexe. Ils prépareront les chambres. J'ai dit cela pour maintenir une distance, ne voulant pas qu'ils pensent que c'était une maison privée, que je pouvais ouvrir à tout moment. La première fois qu'ils sont venus, je n'étais pas là. J'avais intentionnellement planifié mon travail pour éviter cela. J'ai juste envoyé la clé électronique via une application et j'ai demandé au personnel du complexe de surveiller. Ils sont restés 3 jours, du vendredi au dimanche. Quand ils sont partis, Marlène a appelé pour remercier superficiellement, mais en y mêlant des plaintes. Les chambres sont belles, mais le réfrigérateur est vide. Pas de nourriture prête. La prochaine fois, préparez-vous correctement. D'accord? J'ai avalé, en répondant. Je prends note. Mon père était silencieux, se contentant de s'éclaircir la gorge en arrière-plan. Erika a envoyé un message. « Merci, frangin. La plage est belle. Au moins, elle était polie. » J'ai soupiré de soulagement, pensant que c'était juste une chose ponctuelle. Mais je me trompais. Juste 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon père qui appelait directement, sa voix un peu gênée. « Fiston, à la fin de ce mois, ta mère et moi voulons revenir à la villa. Marlène est stressée par le travail. Elle a besoin de se reposer. Juste 4 jours. » J'ai cligné des yeux, regardant Amanda assise à côté de moi, secouant la tête avec consternation. « Papa, la villa a des locataires qui arrivent ce week-end. » ai-je répondu, en essayant de refuser poliment. Mais Marlène a saisi le téléphone. « Alors annule-les. Tu es si riche. Qu'est-ce que quelques petites sommes d'argent? Loula une autre fois. Privilégie la famille. » J'ai senti le sang affluer à mon visage, mais je me suis retenu à nouveau. « D'accord, je m'arrangerai. » Progressivement, les demandes sont devenues plus fréquentes, comme une mauvaise habitude qui se propage. Ils venaient sans préavis. Une fois, j'ai reçu une notification du système de sécurité à minuit, voyant la voiture de mon père garée à l'entrée. Maman et papa sont arrivés soudainement. Erika veut nager dans la mer. Un message hâtif de mon père. J'ai dû annuler la location en urgence, perdant quelques centaines de dollars de compensation pour les touristes. Ils ont commencé à demander la meilleure chambre, la suite parentale avec vue sur la mer, et à se plaindre si la nourriture dans le réfrigérateur ne correspondait pas à leur goût. Pourquoi pas de fruits de mer frais? Marlène aime le homard, a appelé mon père au téléphone une fois. J'ai envoyé de la nourriture par service de livraison,
dépensant encore quelques centaines de dollars. Mais mon cœur s'est alourdi. Amanda s'inquiétait. « Chérie, ils en abusent maintenant. C'est notre maison, pas un hôtel gratuit. » Je l'ai serré dans mes bras, murmurant « Je sais, mais je ne veux pas faire de gros problèmes. Après tout, c'est mon père biologique. » Mais chaque fois qu'il partait, la villa semblait violée. Draps sales, affaires en désordre, et un sentiment inconfortable persistant comme des taches de mon enfance refaisant surface. Je me sentais mal à l'aise, mais j'endurais toujours, pensant que si j'endurais un peu plus, il s'ennuierait. Mais ensuite, tout s'est intensifié avec l'appel fatidique de Marlène. Un appel qui m'a profondément choqué, et la rage a surgi comme des vagues furieuses. C'était un mardi matin ordinaire, alors que j'étais assis dans le bureau de Bento Financial Group, contemplant par la fenêtre la ville animée, tenant une tasse de café fumante dans ma main. Mon téléphone a vibré. L'écran affichant le nom Marlène, un nom que je connaissais désormais trop bien à travers des appels exigeants. J'ai pris une profonde inspiration, me disant que c'était juste une autre petite demande, et j'ai appuyé sur le bouton de réponse. « Louise, tu m'entends ?» commença-t-elle immédiatement, sa voix stridente traversant mon atmosphère paisible comme un couteau. « Oui, je t'entends, » ai-je répondu, en essayant de garder ma voix calme. Mais ces mots suivants ont fait monter mon sang à la tête, comme une bombe explosant. Erika est sur le point de présenter son futur fiancé à la famille. Le garçon s'appelle Ryan, issu d'une famille aisée, travaillant dans la technologie. Ses futurs beaux-parents viennent aussi. Ses parents viennent de New York et veulent voir à quoi ressemble la maison. De plus, mes proches viennent aussi. Tantes, oncles, cousins, probablement près de 20 personnes au total. Ce sera 3 semaines pendant les prochaines vacances d'été qui commencent la semaine prochaine. Prépare la villa. Nettoie-la soigneusement. Assure-toi que toutes les chambres sont prêtes. Le réfrigérateur doit être rempli de nourriture fraîche, de fruits de mer, de viande à griller, de vin. J'aime ce vin rouge français. Le petit déjeuner doit être prêt chaque matin. Engage un chef si nécessaire. Ne laisse rien manquer, ou les beaux-parents penseront que notre famille est avare. Elle a déversé un torrent comme si elle donnait des ordres à un serviteur, sans un seul mot demandant mon avis. Et même pas un « Est-ce que tu es d'accord ?» Je suis resté là, stupéfait, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. 3 semaines, près de 20 personnes. Pensait-il que la villa était un hôtel gratuit? J'ai essayé d'intervenir, ma voix tremblant de colère. 3 semaines, c'est trop long. La villa n'est pas toujours disponible et ma famille a des projets de vacances d'été là-bas. Alex est excitée, mais elle m'a coupé la parole, sa voix s'élevant brusquement. « Quel projet? Tu peux juste louer une autre villa pour une escapade temporaire. » C'est un événement majeur pour Erika, le bonheur de toute sa vie. Ton père a déjà accepté. Ne sois pas égoïste, Louis. Je raccroche maintenant. Tu t'occupes des préparatifs. Le son de la tonalité de déconnexion a résonné, me laissant assis là, le cœur battant, le visage rouge de honte. La rage a surgi comme des vagues furieuses dans l'océan. Comment osait-il? Il ne m'avait jamais traité comme un fils, ne m'avait jamais soutenu d'un seul centime. Et maintenant, il s'emparait effrontément de ce que j'avais construit avec ma propre sueur et mes larmes. Ma famille devait renoncer à nos vacances d'été. Les jours qu'Alex attendait avec impatience pour construire des châteaux de sable. Amanda et moi nous relaxant au bord de la piscine pour cette bande. J'ai claqué mon poing sur le bureau. Le café éclaboussant partout. J'ai décidé que je ne supporterais plus ça. Mon père et ma belle-mère avaient franchi la ligne et je leur donnerais une leçon appropriée.
3 semaines plus tard, ils sont arrivés à la villa comme une armée d'invasion, transformant mon rêve paisible en un cauchemar chaotique. Je n'étais pas là quand ils sont arrivés, mais grâce aux caméras de sécurité et au rapport du directeur du complexe, j'ai tout vu. Mon père est arrivé le premier, suivi de plusieurs autres voitures transportant les proches de Marlène, des gens que je n'avais jamais rencontrés, avec des valises de toutes tailles empilées. Ils ont envahi la villa comme si c'était leur propre propriété. Leur rire fort et leur bavardage résonnaient à travers les microphones. Erika a présenté son futur fiancé Ryan, un jeune homme grand qui avait l'air un peu mal à l'aise lors d'une visite, lui montrant les choses. « C'est la piscine à débordement, mon amour. Après notre mariage, nous viendrons ici souvent. » Marlène, quant à elle, guidait les futurs beaux-parents d'Erika, un couple âgé au visage sévère, partout, se vantant sans arrêt. « C'est notre villa achetée par mon mari pour préparer Erika après son mariage. Très luxueux, n'est-ce pas? Nous y passons souvent nos vacances. J'ai regardé à travers l'application, mon sang bouillant. Son mari l'a acheté. C'était mon argent, ma sueur. Ils ont fait la fête bruyamment dès le premier jour, utilisant toutes les commodités comme s'ils n'avaient pas à payer. La piscine résonnait de musique rock provenant d'enceintes portables, une épaisse fumée de viande grillée s'élevait, des bouteilles de vin vides roulaient sur le porche. Les proches de Marlène, des femmes d'âge moyen au rire strident, des hommes fumant des cigares, ont envahi toutes les chambres, se pressant même sur les canapés pour dormir. Ils ont cuisiné leur propre repas, mais le réfrigérateur entièrement rempli que j'avais préparé a été vidé en quelques jours seulement. Homard, steak de bœuf, fruits importés, tout a disparu dans des fêtes qui duraient tard dans la nuit. Erika flattait ses futurs beaux-parents. Cette villa est spacieuse. Après le mariage, nous organiserons des fêtes ici. Considérez-la simplement comme votre propre maison. J'ai serré les poings, regardant les caméras avec un cœur qui me faisait mal, comme s'il était coupé en morceaux. Il trompait, s'emparait, transformant ma réussite en outil de parade. J'ai décidé de passer faire un contrôle le deuxième week-end, prétendant rendre visite à la famille. Quand je suis entré, la scène m'a choqué. La villa était en désordre, comme après une tempête, canettes de bière éparpillées partout, serviettes mouillées dégoulinant sur le sol, l'odeur de la fumée de cigarettes mêlée aux fruits de mer grillés. Le personnel du complexe, qui savait très bien que j'étais le propriétaire, me regardait avec des expressions embarrassées. Un nettoyeur a murmuré « Patron, ils ont dit que c'était leur maison. Nous n'avons pas osé dire quoi que ce soit. » Marlène m'a vu et a souri faussement. « Louise est là. Venez vous joindre à la fête. Nous faisons griller de la viande. » Mon père était assis dans un coin, évitant mon regard, pendant qu'Erika serrait Ryan. Mon frère est là. Mais dans mon cœur, la colère avait atteint son paroxysme. Ils n'étaient pas reconnaissants. Ils exploitaient seulement. Je suis resté silencieux, forçant un sourire. Mais dans mon esprit, j'avais déjà décidé qu'ils avaient besoin d'une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Un retournement de situation qui les réveillerait. Je suis parti sans rester, mon cœur bouillant, attendant le moment du jugement. 3 semaines se sont écoulées comme un cauchemar prolongé, mais j'avais planifié méticuleusement en coordination avec le directeur du complexe, un homme d'âge moyen nommé Tom, qui connaissait bien la situation et sympathisait avec moi après que j'ai brièvement partagé mon passé. « Patron, je m'en occuperai selon la procédure », a murmuré Tom au téléphone quelques jours avant leur départ. J'ai hoché la tête dans mon bureau, ressentant un calme inhabituel au milieu de la colère. Le dernier matin, alors que le soleil venait de se lever sur la mer, scintillant à travers les portes vitrées de la villa, ils ont commencé à faire leurs bagages,
ou plutôt à jeter à la hâte des valises dans les voitures. Leur rire résonnant encore comme s'ils avaient eu de parfaites vacances gratuites. Marlène criait des ordres à ses proches. « Dépêchez-vous, le vol est cet après-midi. Erika, as-tu apporté les cadeaux pour les beaux-parents » Mon père tripotait les bagages, évitant le contact visuel avec quiconque, tandis qu'Erika serrait Ryan dans ses bras, lui murmurant des mots doux. Ses futurs beaux-parents, le couple âgé aux expressions satisfaites, pensant probablement que cette famille était très riche, se tenaient à l'écart, tenant des sacs de marque. Ils se sont déplacés en groupe vers le comptoir d'enregistrement dans le hall principal du complexe. Un espace spacieux, avec des sols en marbre brillant, des ventilateurs de plafond bourdonnants et une légère odeur de lavande provenant des diffuseurs. Le hall était assez bondé à ce moment-là. Quelques autres touristes qui partaient, un jeune couple avec des valises roulantes qui discutaient joyeusement, une famille de 4 personnes attendant de s'enregistrer avec des regards excités, et plusieurs réceptionnistes occupés à taper. Tom se tenait derrière le comptoir, vêtu d'un uniforme de veston noir soigné, un sourire professionnel sur ses lèvres, mais des yeux acérés comme des couteaux, prêts à exécuter le plan. La jeune réceptionniste à côté de lui, Lisa, une jeune fille d'environ 20 ans avec ses cheveux en queue de cheval, se tenait légèrement en retrait, le visage pâle après que Tom lui ait brièvement exposé la situation potentiellement tendue. « Bonjour, invité. J'espère que votre séjour a été agréable et relaxant, » a dit Tom. Sa voix égale, polie, mais ferme, puis a fait glisser la facture préimprimée sur le comptoir en bois brillant. Voici la facture totale pour 21 nuits de séjour. Utilisation complète des commodités, y compris la piscine, le grill extérieur, les services de livraison de nourriture sur place et le nettoyage quotidien, pour un total de 1750. Vous pouvez payer par carte ou par virement ici, s'il vous plaît. Psti, l'atmosphère s'est soudainement figée, comme si quelqu'un avait mis tout le hall en sourdine. Marlène a cligné des yeux rapidement, son visage devenant pâle comme une feuille de papier. Sa bouche béante de choc au point que son rouge à lèvres s'est étalé. Quoi? Une facture. C'est notre villa. Es-tu fou? Mon père est resté figé à côté d'elle, sa main tremblant alors qu'il tenait le papier, ses yeux parcourant le montant, la sueur coulant comme la pluie, marmonnant « Impossible, ce doit être une erreur !» Ses proches murmuraient en panique, une tante potelée se couvrant la bouche. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » Pendant que les parents de Ryan fronçaient profondément les sourcils, un mélange de surprise et de suspicion, le père de Ryan murmurant à sa femme. « Ils ont dit que la villa était à eux, non ?» Erika est devenue rouge, serrant Ryan plus fort, sa voix tremblant en disant à Marlène « Maman, que se passe-t-il » Je ne comprends pas. Les autres invités dans le hall ont commencé à tourner la tête, un routard murmurant à sa petite amie « Alerte drame, ils se disputent probablement pour de l'argent. » Pendant que la famille de 4 personnes reculait, leurs yeux écarquillés de curiosité, mais essayant de rester polis. Marlène s'est tournée vers Tom, son visage rouge de fureur, frappant sa main sur le comptoir. « Vous vous trompez, c'est la maison de mon fils, Louis Bento. Pas besoin de payer. Appelez le gérant tout de suite. » Tom est resté calme, secouant poliment la tête, mais d'une voix ferme comme le roc. « Madame, je suis le gérant. Selon nos registres, le propriétaire est Monsieur Lewis Bento, et il a explicitement instruit que ce séjour est entièrement payable, comme tout autre invité. Nous avons fourni des services premium pour près de 20 personnes pendant 3 semaines, et cette facture est raisonnable.
Si elle n'est pas payée, nous devrons retenir vos bagages et contacter les autorités locales. Lisa, la jeune réceptionniste, le visage rougi par la tension, s'est entièrement reculée derrière le comptoir, serrant fermement le téléphone interne, ses yeux jetant un coup d'œil à Tom pour le rassurer. La sécurité du complexe, deux grands gars en uniforme noir se tenant dans le coin du hall, ont commencé à faire attention, l'un murmurant dans sa radio. Problème au comptoir de départ, pourrait avoir besoin de renfort. Le chaos a éclaté, Marlène a crié, sa voix stridente résonnant dans tout le quartier. Appelle Louise tout de suite. Ce bâtard ose nous tromper. Mon père a maladroitement sorti son téléphone, ses mains tremblant en composant mon numéro pendant que ses proches se rassemblaient pour les consoler. Mais les yeux des beaux-parents de New York étaient plus passés de la satisfaction à une méfiance glaciale. Mon téléphone a vibré. J'ai regardé l'écran et j'ai souri. Le numéro de mon père. J'attendais ce moment. Assis avec Amanda et Alex dans un coin caché du hall, nous avons été témoins de toute la scène chaotique et du mélange d'impuissance et de honte sur le visage de ma belle-mère. « Es-tu prêt ?» murmura Amanda, serrant ma main. J'ai hoché la tête. « Prêt. C'est la fin. » Nous sommes sortis, nous approchant du comptoir de départ. Alex s'est caché derrière sa mère, les yeux écarquillés, fixant avec étonnement le chaos devant nous. Marlène m'a repéré de loin et a chargé comme un animal sauvage, brandissant la facture froissée. « Qu'est-ce que tu fais, Louise ? C'est la villa de la famille. Pourquoi demander de l'argent ? Tu veux que je meure de honte ?» Mon père m'a regardé, les yeux rouges de colère et d'humiliation, sa voix bégayant. « Fiston, explique. C'est juste un malentendu, n'est-ce pas ? Pourquoi fais-tu ça à tes parents ? » Devant les beaux-parents, les proches, le personnel du complexe et les invités curieux regardant comme si c'était une pièce de théâtre, je me suis tenu droit. Ma voix était glaciale, mais claire dans chaque mot. Aucun malentendu du tout. Les invités doivent payer pour leur séjour. C'est la règle ici. Vous êtes restés 21 nuits, avez utilisé toutes les commodités. Vous vous êtes livrés à des repas luxueux, au nettoyage quotidien. Tout doit être payé. Si vous refusez, je devrai appeler la police et tout le monde en sera témoin. L'atmosphère est devenue lourde comme du plomb. Tout le monde s'est tu. Seulement le bruit des ventilateurs de plafond et le son lointain des vagues de l'océan. Erika sanglotait de manière incontrôlable, serrant Ryan. « Frère, pourquoi fais-tu ça ? Je suis sur le point de me marier. Tu as ruiné tout mon bonheur. » Sa voix s'est brisée en sanglots, pleine de ressentiment, comme si j'étais son ennemi mortel. Je me suis couché, Amanda à côté de moi, me serrant la main, et j'ai répondu calmement « Louis, je n'ai rien fait de mal. Ils ont creusé leur propre tombe. » Mais les sanglots d'Erika résonnaient encore dans ma tête, me tenant éveillé jusqu'à l'aube. Le mariage somptueux qui avait été planifié, une robe coûteuse, un lieu luxueux, tout cela s'est maintenant évaporé dans l'air, laissant Erika dévastée et Marlène furieuse, se lançant dans une guerre de haine. Mon père et Marlène se sont retournés pour me blâmer avec la force d'une tempête. Les appels arrivaient sans relâche, pleins de malédictions et d'accusations. Mon père a appelé le premier, sa voix mêlée de colère et de honte. « Fiston, qu'as-tu fait ? Tu as ruiné le bonheur de la famille. » Erika a pleuré toute la nuit. Marlène ne peut pas dormir. Comment peux-tu être si sans cœur ? J'ai écouté avec une douleur dans le cœur. Pas à cause de ses mots, mais en me rappelant les années où il était indifférent à ma douleur. Marlène appelait sans cesse, sa voix stridente comme un couteau aiguisé. Espèce de bâtard.
Qui te crois-tu pour agir ainsi? Tu te venges sur moi? Je t'ai élevé et c'est comme ça que tu me traites. Tu vas le regretter. Elle a tout déversé. Des malédictions aux menaces de rompre les liens, comme si elle avait jamais été la mère qui m'avait nourri. Je me suis assis dans mon bureau, regardant par la fenêtre la ville, ma main serrant fermement le téléphone. Et finalement, je n'ai pas pu me retenir davantage. Lors du dernier appel, lorsque Marlène a crié à nouveau « Tu as tout détruit !» j'ai pris une profonde inspiration, ma voix froide mais ferme. Je n'ai rien détruit. Vous avez provoqué cela vous-même. Vous m'avez exploité. Vous avez menti à mon sujet. Et vous avez manqué de respect à ce que j'ai construit avec ma propre sueur et mes larmes. Chaque action a des conséquences. Vous comprenez? Ne m'appelez plus. Si vous le faites, j'engagerai un avocat et je vous poursuivre pour harcèlement. C'était ma déclaration de libération. Des mots que j'avais supprimés pendant tant d'années. Des jours de mon enfance rejetés aux nuits solitaires d'autosuffisance, j'ai senti le dernier lien émotionnel se briser comme une corde pourrie tombant dans l'abîme. À partir de ce moment-là, ils ont coupé tout contact, mais je savais que le ressentiment mijotait toujours dans leur cœur. Erika n'a plus appelé, et j'ai appris par un parent éloigné qu'elle était tombée en dépression et avait dû consulter un thérapeute. Mon père a visiblement vieilli, tandis que Marlène se tournait pour lui reprocher d'avoir élevé un fils ingrat. Mais je n'avais aucun regret. C'était la leçon dont ils avaient besoin, même si elle arrivait tard. Et pour moi, c'était la vraie liberté, ouvrant la voie à un nouveau chapitre où je me concentrais sur ce qui comptait vraiment. Ma femme, mes enfants et ma carrière sans les fantômes du passé me hantant. Dès lors, ma famille, mon père et Marlène ont essentiellement coupé tous les liens. Pas d'appel, pas de message, pas d'enquête. Ils ont disparu de ma vie comme une brise passagère, laissant un vide qui ne causait plus de douleur, seulement du soulagement. J'ai entendu dire qu'ils avaient y vendu la vieille maison et déménagé dans une ville plus petite pour recommencer, Marlène continuant à colporter aux voisins sur son fils traître. Mais je ne m'en souciais plus. Pour moi, ce chapitre était clos. J'ai consacré toute mon énergie à Bento Financial Group. La société a connu une forte croissance. De nouveaux clients affluaient et nous avons agrandi le bureau, embauchant plus de personnel. Amanda a donné naissance à notre deuxième enfant, une belle petite fille nommée Robin, aux yeux verts comme sa mère et au sourire radieux qui faisait fondre mon cœur chaque matin au réveil. Alex est devenu un garçon énergique, adorant courir et jouer sur la plage de la villa. Et je lui ai enseigné des leçons de ma propre vie. Fiston, sois indépendant et ne laisse personne exploiter ta gentillesse. Par un après-midi tardif à la villa en bord de mer, nous y sommes retournés pour la première fois depuis le séjour chaotique. Le soleil se couchait progressivement derrière l'horizon, teignant la mer étincelante de rouge, avec une brise fraîche portant l'arôme salé de l'océan. Je me suis assis sur le porche en bois, mes pieds nus touchant le sable, pendant qu'Alex et Robin jouaient au bord de la piscine, leur rire d'enfant résonnant par-dessus les vagues qui s'écrasent. Amanda était assise à côté de moi, sa tête reposant sur mon épaule, sa main sur son ventre. Nous attendions notre troisième enfant. « Ça va ?» a-t-elle murmuré, sachant à quoi je pensais. J'ai souri, les serré fort dans mes bras, et j'ai regardé la vaste mer où les vagues ondulantes me rappelaient les tempêtes que j'avais traversées. Les souvenirs de mon enfance ont refait surface. Les nuits solitaires dans une chambre sombre. Les sarcasmes de Marlène. L'indifférence de mon père et la douleur de la perte de ma mère. Mais maintenant, il n'était que des ombres lointaines, ne suffisant plus à me blesser. J'ai murmuré,
ma voix chaude, comme si je me parlais à moi-même et à l'océan. Cette maison est plus que des murs et des fenêtres. C'est la preuve que j'ai survécu et que j'ai construit quelque chose de réel. Amanda a serré ma main, ses yeux pétillants, et nous la conserverons pour les enfants. Nous sommes restés là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, nous tenant l'un l'autre sous le ciel nocturne. Et j'ai ressenti le vrai bonheur, pas l'argent ou le succès, mais l'amour sincère de ceux qui se sont vraiment tenus à mes côtés et m'ont respecté. En concluant cette histoire, je veux transmettre un message. La vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de ceux qui vous respectent et vous soutiennent dans toutes les difficultés. Ne laissez pas le sang vous lier à des relations toxiques. Soyez assez courageux pour les couper, pour vous élever haut. Et mon dernier conseil de mon parcours, persévérez toujours. Soyez résilient, fort, apprenez et efforcez-vous sans relâche pour saisir ce que vous désirez dans cette vie. Car à la fin, vous méritez le bonheur que vous construisez de vos propres mains.